Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Taverne du Gamer, je suis Sid, accompagné de Kira. Comment vas-tu, Kira ? Salut Sid, écoute, ça va très bien, semaine de vacances peinard, donc qui est passée atrocement rapidement, on va dire. Là on est déjà en fin de semaine, donc c'est déjà quasiment la fin, mais non, c'était cool, j'en ai profité pour regarder une partie de la saison 7 de Rick et Morty, du coup. Je me suis fait la saison 26 de South Park également, ensuite à mon test de la semaine dernière. Pour être dans le thème, ça m'a donné envie de m'y remettre. J'ai re-regardé le film Spider-Man Across the Spider-Verse, que j'avais pas revu depuis le cinéma, et c'était un plaisir à regarder encore une fois. Ouais, chouette, hein. Voilà. Et je suis sur Dragon's Dogma 2 depuis mardi tous les jours. C'est très très cool, je m'amuse beaucoup en tout cas, et c'est vrai que c'est très chronophage. Bon, moi j'ai pas eu la chance d'être en vacances comme toi, hein, mais bon, j'avais quand même tu en sors, 2 toi, semaines. C'est pareil. Voilà, j'en sors pour avoir joué à Final Fantasy VII, tout à fait. Donc je suis en train de clôturer Rebirth. Je suis au dernier chapitre, donc l'aventure touche bientôt à sa fin. Et en même temps, j'ai commencé un jeu rétro gaming, du coup un vieux jeu qui a presque 30 ans, je dirais. Un vieux RPG qui a un lien avec Akira Toriyama, Feu, le grand maître. Donc je vous laisse deviner si ça vous donne un petit ordre d'idée de quel jeu ça pourrait être. N'hésitez pas à nous le dire dans les formulaires sur notre site web, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, je m'éclate, je découvre un monument et je sais même pas comment j'ai pu passer à côté avant. Donc voilà, du RPG japonais comme on aime. Surtout comme tu aimes, hein, c'est vraiment ta passion, oui, voilà. le RPG japonais, c'est vrai. Donc là-dessus... Exactement. Et alors, est-ce que tu peux nous dire le sommaire de l'émission, Kira ? Alors oui, donc cette semaine, on n'a que 2 news, car les news n'étaient pas folichons, et c'est vrai qu'on a deux sujets un petit peu plus costauds, on va dire. Donc là, cette semaine, on va parler de Saber Interactive. Ensuite, on va parler de The Witcher 4, histoire de faire un petit point sur le projet. Toi, tu vas nous tester En Garde cette semaine, et de mon côté, je vais faire un point sur, du moins, la critique de Dune 2, suite à ma chronique de Dune, premier du nom, il y a 15 jours. Tu restes dans la continuité. Je reste dans la continuité, tout à fait, Dune 2, que je retourne voir ce soir. Eh ben écoute, je te propose qu'on attaque, hein. On va pas attendre, générique, c'est parti. C'est parti. Donc on va parler de Saber Interactive, d'Embracer Group, toujours, hein, je fais pas un focus sur ce géant suédois, rassurez-vous, mais bon, je vais en reparler, c'est un peu aussi de la continuité avec la news de la semaine dernière où j'avais parlé de Gearbox, qui était revendu une nouvelle fois, par Embracer, mais surtout Kira, c'est la revanche de Monsieur Optimiste, parce qu'on avait parlé de Star Wars KOTOR, comme quoi ça sentait peut-être... le roussi ou on ne sait pas, mais ça semble plutôt bien engagé. On va voir, je vais vous expliquer tout ça. Mais avant toute chose, Embracer Group, hein, on en a déjà beaucoup parlé. Ils avaient racheté le studio Saber, du coup Saber Interactive, Saber Studio, en février 2020 pour 500 millions de dollars, donc c'est pas rien. Et ce studio a repris son indépendance, enfin une branche de ce studio qui a pris son indépendance, donc qui a quitté le giron d'Embracer Group. Donc c'est Matthew Karch qui a mis sur la table, donc c'est un des cofondateurs en plus, hein, Kira, qui a mis sur la table 240 millions de dollars pour récupérer du coup... pour que sa société, Beacons Interactive, rachète une partie du groupe et s'assure comme ça l'autonomie, comme je disais, des studios estampillés Saber Interactive. Donc finalement, c'est... ils prennent un peu de recul vis-à-vis d'Embracer Group, mais... je vais citer le terme de ce fameux Matthew Karch, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup moi-même tapé sur Embracer Group, mais sauf que dans la réalité...
les choses ne sont jamais aussi simples et rien n'est simple, surtout dans le monde du business et quand on gère une multinationale comme ça. Mais il disait du coup, en parlant d'Embracer Group, nous avons été félicités à gauche et à droite à la GDC pour avoir quitté le maléfique Embracer entre guillemets, mais il précise que dans le fond ce sont les personnes les plus gentilles qu'ils aient jamais rencontrées. Donc c'est pour ça que nous on a souvent la version très polémique des actualités et des choses, et de l'intérieur, comme je dis, c'est parfois différent. Et là, visiblement, cette personne donc, qui s'est écartée d'Embracer Group, quand même garde d'excellents rapports, d'excellents souvenirs, et je crois même qu'il est de toute façon lui aussi encore un petit peu dans le groupe. Donc voilà, c'est aussi une vision de relativiser, une façon de relativiser les nombreuses fois où j'ai mis un peu cher à cet énorme géant. Et à cette occasion, en plus, quand il s'exprimait, ce fameux Matthew Karch, donc il a parlé de Star Wars KOTOR, donc certainement un des jeux les plus emblématiques et les plus attendus, je pense, qui ira des fans de Star Wars. Pour toi comme pour moi, c'est un monument, ce jeu. Et c'est un monument, et pour moi, c'est même le meilleur jeu Star Wars qui est sorti à ce jour. Et donc, on savait que dans les studios, il y avait un remake, ou en tout cas que Aspyr, du coup, planchait sur ce jeu. Et donc là, c'est Saber qui a bien repris le jeu en main. Et ce fameux Matthew Karch, là, donc, dit que le jeu est toujours en bonne voie. Il sortira pas tout de suite, évidemment, mais en tout cas, il travaille dessus activement. Donc, on est quasiment certain d'avoir un jour, dans longtemps certainement, mais en tout cas un jour quand même, Star Wars KOTOR qui sort. Et ça quand même, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça sentait mauvais quand même. Hein. Ça faisait longtemps qu'ils n'en parlaient plus. En plus, le jeu avait disparu. La bande-annonce aussi avait été retirée de YouTube à une époque. Enfin, c'était très compliqué. Et ça, au moins, oui, ça reste une bonne nouvelle. C'est que le projet n'est pas abandonné. Après, voir la direction que va prendre le projet, en tout cas, parce que c'est vrai que même si j'adore Star Wars KOTOR, c'est un jeu qui a extrêmement vieilli. Déjà, le système de combat à l'époque était très particulier, ne plaisait pas à tout le monde. Maintenant, c'est encore pire, avec des espaces clos, et des choses comme ça. Donc, à voir. En tout cas, moi, c'est un des projets que j'attends le plus. Peut-être que ça me relancera la hype Star Wars, qui sait. Mais je pense qu'il faut qu'on soit encore un petit peu patient, Kira. Mais c'était surtout l'occasion. Tu vois, j'avais fait preuve d'optimisme. J'avais bien fait parce que finalement, le temps semble me donner raison. Après, évidemment, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit, mais c'est une nouvelle qui est rassurante. Tout à fait. En parlant de sortie pas tout de suite, on va parler de The Witcher 4. Pas tout de suite, oui, en effet. Voilà, vraiment pas tout de suite. Alors, le studio CD Projekt, donc, qui a créé la saga The Witcher, prépare actuellement activement le prochain opus de la saga. Et il y a quelques informations qui ont filtré, donc pas des grosses infos, mais quand même certaines choses intéressantes. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le projet officiellement ne s'appelle pas The Witcher 4, mais il a un nom de code, comme beaucoup de jeux en production, et c'est le nom de code Polaris. Donc cette nouvelle aventure inaugurera une nouvelle saga pour la série, donc possiblement une nouvelle trilogie. Le jeu sera construit sur le moteur Unreal Engine 5, donc c'est la première fois que CD Projekt va travailler sur un moteur qui n'est pas le leur, donc c'est pas un moteur propriétaire, contrairement à Cyberpunk et aux autres The Witcher en tout cas. Et ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il y a déjà plus de 400 personnes qui travaillent actuellement sur le projet, ce qui est quand même énorme, et qu'ils ont transféré une grande partie de l'équipe de développement, donc qui était sur les correctifs de Cyberpunk et sur l'extension de Cyberpunk en tout cas. Donc, ce qui expliquerait pourquoi ils ont annulé les DLC supplémentaires de Cyberpunk et le mode multijoueur, parce qu'ils se concentrent tout simplement sur The Witcher 4. Normal, ouais. Donc aucune date n'a été annoncée pour le moment. Après, moi je vois bien 2026, pas avant en tout cas, c'est sûr. Par contre, ils ont décidé de changer quand même un petit peu leur com, ce qui est pas plus mal, on va dire. Ils ont décidé maintenant de communiquer sur le jeu uniquement, on va dire, quand la date de sortie se rapprochera directement. Ça sera des campagnes marketing donc, qui seront beaucoup plus courtes, en tout cas. Et surtout, ils veulent éviter de créer cette fameuse sur-hype et cette pression qu'ils ont eue via le premier teaser de Cyberpunk, 7 ans avant la sortie du jeu. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Ce que j'espère juste, c'est que les équipes vont pas cruncher comme des chacals et que derrière, ça aboutira à quelque chose. Mais bon, déjà 400 personnes, c'est déjà une très grosse équipe. C'est leur projet le plus ambitieux, en tout cas, sur un nouveau moteur graphique. Donc c'est comme si c'est une nouvelle genèse, en tout cas, pour CD Projekt. Ouais, après, c'est...
Bon, c'est la suite logique, on se doutait qu'il y aurait un The Witcher 4, ça fait un petit moment qu'ils en parlent, le projet Polaris, c'est vrai qu'on en avait même déjà parlé une fois dans la taverne. Par contre, ouais, ce que tu as dit, je suis étonné qu'ils gardent pas leur moteur de Cyberpunk, qui en plus c'est un moteur qui tournait bien. Après, il y avait pas mal de bugs, c'est ça, c'est un moteur qui était difficile à coder en fait. Et surtout, c'est même si le moteur est cool, c'est un moteur qui avait été développé pour la génération de consoles précédente, il avait été boosté pour Cyberpunk, donc c'est vrai que là, passer sur Unreal, c'est tout à fait logique au final, s'ils veulent vraiment épouser la next-gen en tout cas. Oui, et puis ça fait partie de maintenant, de façon, des incontournables. Unreal Engine, c'est vraiment... c'est le fer de lance des moteurs de jeux vidéo. Moi, tu vois, ce que j'attends plus que The Witcher 4, et de loin, c'est vraiment le remake de The Witcher 1, qui est dans les tuyaux aussi, je pense, pareil, pas avant 2026-2027. Mais ça, c'est vraiment ma plus grosse attente, parce que c'est le The Witcher que je préfère des trois. Mais bon, je vais pas bouder mon plaisir, tu te doutes, quand ils sortiront The Witcher 4, comme toi, je serai dessus. J'espère qu'ils vont conserver le Gwent là, leur jeu de cartes que j'avais adoré, qui m'avait valu un écran d'ordi quand même, mais oui, que j'avais adoré. Mais en tout cas, ouais, je suis très très enthousiaste à la sortie de ce The Witcher 4. C'est vrai que le Gwent a cartonné, donc s'ils ne font pas tout simplement peut-être une add-on, entre guillemets, une mise à jour de ce jeu, mais je pense qu'ils vont rester dans les mêmes carcans en tout cas, parce que le Gwent se vend en jeu de cartes, il y a un jeu à part entière, donc c'est vrai que ça serait dommage de se couper une partie du public en tout cas, qui fait ce jeu. Ça se fait de plus en plus maintenant, les jeux comme ça qui se vendent à côté. Regarde dans Assassin's Creed Valhalla, le jeu des Nordiques, pareil, tu peux l'acheter à côté et tout. C'est des jeux qui naissent dans les jeux et finalement qui deviennent des jeux. Ouais, c'est pour celui que tu cites là, le jeu de dés, il est très quali en plus, les dés sont très jolis, le jeu était sympa, et ce que j'espère moi, c'est qu'il y a le jeu de cartes dans Final Fantasy VII Rebirth, il y a un jeu de cartes, le Queen's Blood, j'espère qu'il va sortir aussi, parce que quand on voit le soin, et c'est tout à fait valable pour le jeu de cartes The Witcher, quand on voit le soin qu'ils apportent aux jeux dans les jeux maintenant, c'est presque comme tu dis des jeux à part entière, et voir ce jeu de cartes de Final Fantasy VII Rebirth sortir, franchement, je serais tellement content, parce qu'il est vraiment, vraiment très, très, très bien. Ah, c'est possible, avec Square Enix, on ne sait jamais. Ouais, c'est possible. Après, souvent, ces jeux-là intègrent des mécaniques de gameplay très jeux vidéo dans les animations, dans tout ça, donc il faudrait les adapter, évidemment. Mais ouais, ce serait vraiment une super nouvelle. Et je te propose, Kira, de passer sur la chronique du jeu Enguarde. Ça fait un moment que j'en parle, de ce jeu indépendant. Ça fait un moment, en effet. Ouais, indépendant. Donc, en plus, j'en ai reparlé très récemment parce que, est-ce que tu te souviens, Kira, ils ont récupéré un Pégase. Donc, c'est un jeu qui a été primé. C'était le Pégase du premier meilleur jeu. Donc, c'est le studio Fireplace Game. Donc, un studio montpelliérain. C'est pas facile à dire ça, fondé en 2020 et composé de 8 personnes qui se sont rencontrées, si j'ai bien compris, lors d'un concours international de conception de jeux vidéo, comme ça se fait beaucoup dans les écoles de programmation, les écoles de jeux vidéo, etc. Et donc c'est vraiment une équipe de passionnés, des jeunes talents, donc je pense vraiment Kira, qu'on continuera à en entendre parler de ce studio, parce que le premier jeu qu'ils ont fait est vraiment qualitatif, et en plus ils sont super gentils, parce que j'ai pu échanger un petit peu avec eux, ils nous ont accordé du temps, et au plus grâce à eux on a un petit jeu concours à faire, donc vous verrez, la chronique sera accompagnée sur notre Twitter d'un petit concours qui va bien. Mais en tout cas, ce jeu Enguarde, déjà rien que le titre, Kira, c'est une expression elliptique. Donc c'est une expression qui omet certains mots pour dire quelque chose. Donc là, c'est mettez-vous en garde ou attention, enfin bref. Que l'on utilise. Vieille pute dégarnie. Non, ça, c'est possible. Tout à fait. C'est dans Kaamelott, les vrais auront reconnu la référence. Donc c'est une expression elliptique, tout à fait, Kira. Excellente. Elliptique, rien à voir avec le vélo, on est d'accord. Comme les crises d'épileptique. Non plus, mais on y est presque. Expression qu'on utilise en garde en escrime, évidemment, ça rappelle quand on est prêt à combattre, à croiser le fer avec notre adversaire. Et finalement, comme intro, que puis-je dire de mieux que ce jeu porte très bien son nom. Donc comme un escrimeur, on se met en garde et on va prêt à croiser le fer. On va voir que ce jeu renoue avec les fondamentaux. C'est vraiment un jeu qui dans la plus pure expression, et on va voir pourquoi. Mais avant,
petite interlude musicale et vous allez voir que la musique est très très sympa aussi dans ce jeu. Donc le jeu nous met dans la peau d'Adalia de Velador. Donc j'ai un très mauvais accent espagnol, ne m'en voulez pas. Bon, ça vaut pas l'accent anglais de Kira, mais quand même je suis très mauvais en espagnol. J'écoutais pas beaucoup aussi en espagnol, j'avoue, je jouais aux cartes Magic à la place, mais bon, on se refait pas. Donc Adalia de Volador, une célèbre épéiste que l'on incarne pour revivre les temps forts de son histoire, parce que c'était une sabreuse d'exception. Donc gardienne de la paix d'une tyrannie, enfin face à une tyrannie qui ne porte pas vraiment son nom, mais avec panache et énergie. Elle croisera le fer avec le comte duc, donc un méchant comte comme souvent dans ces films ou jeux de ce style, ennemi juré donc de notre chère Adalia et personnification d'un pouvoir corrompu qui vit au crochet de sa population. Donc c'est vraiment ça le thème, hein, c'est le pouvoir corrompu opulent face à la population oppressée et qui on prend tout l'argent. Et donc finalement Kira, tu vois, c'est le scénario typique d'un film de KPDP, des plus classiques et efficaces, un épisode de Zorro en fait, hein, on est vraiment là-dedans, ou les western spaghetti, tu vois, un peu dans le délire, comme on aime. On les déguste souvent avec légèreté, toujours un petit sourire en coin quand même, hein, ces films-là ou ces trucs, un petit sourire tantôt coupable, parce que moi j'avoue que des fois j'aime bien, mais c'est aussi un petit sourire moqueur, hein, faut bien l'avouer. Sourire de quoi ? Ouais, voilà. Tu te situes où, toi, avec le KPDP ? Est-ce que c'est vraiment un style que tu aimes ? Zorro, est-ce que c'est ta passion, son petit masque noir et sa cape, ou pas trop ? Pas du tout. Moi, je suis pas vraiment fan de KPDP, de romans de KPDP, à part bien sûr les trois mousquetaires. Quand même, voilà. C'est vraiment, moi, ça s'arrête vraiment à ce niveau-là. En fait, c'est vrai que même au niveau du cinéma, hein, la grande mode KPDP, c'est vraiment une période que je n'apprécie pas spécialement. Ouais, c'est pas ton style de prédilection. Donc là, on est vraiment dans un style mousquetaire, plus que Zorro, hein, d'ailleurs. On n'est pas un vengeur masqué, on est plus vraiment un mousquetaire un peu classe quand même, enfin une mousquetaire un peu classe, dans un folklore un peu espagnol, je dirais, hein, d'où le nom de notre très cher comparse que je referai pas parce que vraiment, je suis très mauvais en espagnol. Mais par contre, il y a quand même un intérêt vraiment ludique à ce contexte du mousquetaire, et on va s'attarder sur le gameplay parce qu'il a un petit relent arcade et rétro nostalgie, comme j'aime dire, parce que finalement c'est d'une simplicité assez enfantine. On a un coup fort, un coup faible, une parade que l'on peut faire au bon timing et une esquive, un saut bien sûr, mais ça s'arrête à peu près là. Et là tu peux me dire très justement, mais en quoi ça varie des standards actuels, mais c'est que en fait, on est vraiment, toute la proposition est liée au game design, parce que si tu veux, je l'ai dit, tout est somme toute très classique, mais les ennemis qui arrivent souvent en nombre, on va devoir les appréhender plutôt en duel, parce que c'est ça finalement les jeux d'escrime, tu vois, c'est plutôt en 1 contre 1 que à la Dynasty Warriors où tu éclates 50 personnes d'un coup. Et tout l'enjeu du gameplay, c'est ça, et c'est ça qui le rend vraiment sympa, c'est que avec l'agilité de notre personnage et avec tous les éléments du décor que l'on a, on va devoir essayer d'isoler petit à petit les ennemis pour créer une escarmouche contre lui, tu vois, le battre, et après, tu vois, les autres arrivent, refaire pareil, et c'est un sentiment, si tu veux, qui est assez grisant, d'avoir ces joutes au sabre qui sont très très bien réalisées d'ailleurs, et qui en même temps mettent l'accent sur le duel plus que sur le nombre, tu vois, comme le fait souvent ces jeux un peu beat'em all, arcade, tu vois. Mais du coup, concrètement, dans le gameplay, ça donne quoi ? Est-ce que c'est un peu comme Assassin's Creed ? C'est-à-dire, tu vas voir les personnes autour de toi, ils vont attendre chacun leur tour, ou ils vont t'attaquer, c'est à toi justement de t'arranger pour être face à un adversaire, pour justement déclencher sur un V1 ? Très bonne question, parce qu'on n'est pas en effet comme dans du Assassin's Creed ou du Batman Arkham, tu vois, où plus ou moins chacun va attendre et taper. Non, là, c'est vraiment, ils vont bourriner, ils vont tous t'attaquer, et c'est à toi vraiment de réussir à créer l'opportunité du duel. Et cette opportunité, tu la crées via, comme je te dis, les éléments du décor, enfin j'y reviendrai. Et aussi, ce qui est
bien dans ce système de duel, d'escarmouche, c'est qu'on est plutôt passif au début, donc on réussit à isoler, je te dis, les ennemis, et après on est passif et on attend que l'adversaire entame le duel pour là répondre de la bonne des façons. S'il fait, je sais pas, un coup vers le haut, on va plutôt devoir faire une parade et attaquer derrière. Si c'est un coup fort, on va plutôt devoir esquiver plutôt que de prendre ce coup. Enfin, il faut vraiment réagir, tu vois, être réactif, avoir des bons réflexes par rapport aux attaques que va nous faire notre dueliste, du coup. Et du coup, tu vois ça via le mouvement de ton personnage, enfin du personnage de l'adversaire, où il y a un espèce de petite icône un peu à la Batman, justement, qui te permet de te dire quel coup il va faire. Il y a un petit élément visuel de couleur qui te dit si c'est bleu au moment où il tape, là, il faut plutôt que tu fasses une parade. Si c'est rouge, tu as tout intérêt à esquiver parce que tu ne peux pas parer le coup, tu auras des dégâts quoi qu'il arrive. Ouais. Et sachant que le jeu était quand même assez exigeant à la fin et en fait, il y a beaucoup d'ennemis et comme face à plusieurs ennemis, tu es quasiment... Enfin, tu peux pas t'en sortir, c'est très difficile. Il faut, comme je te dis, vraiment réussir à les isoler un par un. Au fur et à mesure du jeu, il y a de plus en plus de monde, ça devient de plus en plus compliqué. Et donc, c'est assez exigeant, surtout que notre personnage, en quelques coups, il finit par mourir. Donc, il y a un certain niveau. Après, c'est pas un jeu très difficile, mais quand même, tu vois, il y a un petit peu d'exigence qui fait que t'es pris dedans, quoi. C'est vraiment attractif. Je vois. Et donc... je parlais des éléments du décor, donc je peux le détailler. Donc, pour créer ces opportunités de duel, comme je disais, tu peux balancer des sacs de farine au visage de tes ennemis pour qu'ils aient quelques secondes, tu vois, où ils sont étourdis, te permettant de créer un duel avec un autre. Tu peux envoyer des bombes dans du feu, tu peux mettre des coups de pied sur une table. Donc soit l'ennemi est sur la table et que tu donnes un coup de pied, ça le fait tomber, c'est plutôt rigolo, c'est cocasse, ou sinon il est derrière la table et en mettant un coup de pied dans la table, tu vas le bousculer. Aussi il y a le fameux lustre à faire tomber sur la tête des ennemis, donc ça voilà, tu vois, on a tous les potards du film comique de l'époque, tout ça, c'est... Franchement, c'est assez, c'est très agréable. C'est assez rigolo en plus. Et d'ailleurs, c'est un jeu qui a, je trouve, un certain charme. C'est pour ça qu'il a beaucoup plu. Il y a un vrai succès d'estime. Les notes Steam d'ailleurs sont très très bonnes dessus. Et il y a différents éléments qui font que le jeu a un grand charme. C'est déjà son personnage, je l'ai dit. Donc Adalia. C'est un personnage d'une mousquetaire donc qui a du panache, mais vraiment même sur son chapeau, tu vois, t'as une belle plume à la Puy du Fou, j'allais dire, tu vois, pour te dire ma référence quand même du mousquetaire, c'est le Puy du Fou. C'est vrai qu'en plus le spectacle des mousquetaires s'appelle le Grand Panache. Ouais, et vraiment pour moi un des meilleurs spectacles du Puy du Fou. Et voilà, imagine ce spectacle, c'est en garde en fait. Donc c'est un personnage qui est très sûr d'elle, qui est très éloquente, qui est très drôle, bien écrite, qui fait des vannes à ses ennemis. Donc tu vois, t'as ce côté très potache du film de mousquetaire, du film de Cap et d'épée. Et donc c'est une vraie réussite à Dahlia. T'as aussi les dialogues qui fourmillent de petites tirades de vannes. Vraiment, c'est comme ça. Ils se chambrent tout le temps. Pendant les duels, tu vois, ils se balancent des petites crasses au visage. Et ce qui est assez rigolo aussi, c'est quand tu as battu tes ennemis, ils sont donc au sol, logique, ils sont morts, ils sont morts ou assommés, mais ils continuent à faire des petites vannes, tu vois, genre, j'ai plus d'exemples en tête, mais ils continuent à vanner ton personnage quand ils sont au sol, un peu comme un jeu, comme des acteurs, un peu comme un théâtre vivant, tu vois, oui. Comme un acteur de théâtre qui simule une mort et tu vois son bras, une paupière bouger, ce genre de petits trucs. Là, t'as ce genre de petits détails aussi au travers des dialogues des ennemis qui sont battus. C'est un peu grandiloquent, quoi. Ouais, c'est grandiloquent et c'est très théâtral finalement, c'est ça le mot, et ça donne un côté très léger dans le ton, très léger dans l'humour et les dialogues qui passent vraiment bien. On est un peu en fait dans les codes de KPDP, en fait, le côté théâtral. Oui, complètement, c'est ce que je te dis, c'est pour ça que... Voilà, quand je disais en intro que c'est un jeu qui porte très bien son nom, c'est qu'il est vraiment, c'est pas qu'un skin, c'est ce que je mets un petit peu dans ma chronique aussi à un moment, c'est que c'est pas qu'un skin avec un mousquetaire, c'est que ils ont repris les codes, tu vois, les codes du théâtre, les codes du burlesque, du loufoque, qui fonctionnent vraiment à merveille. Les développeurs, du coup, tu sens quand même que la passion des développeurs pour ce genre, quoi. Ouais, il y a de la passion, c'est sûr, et en tout cas, il y a le souci du détail, tu vois, comme je te dis, les petites répliques quand tes ennemis sont battus, ils continuent à faire des petites vannes, tu trouves des petits collectifs forcément où t'as des trucs rédigés, où c'est de la satire, tu vois, par rapport au gouvernement corrompu, comme je disais. Donc tout ça, fonctionne vraiment très bien, et ce souci du détail. Et je parlais des collectibles.
c'est là où il y a un côté un peu rétro dans le level design dont je parlais, un côté arcade rétro, c'est qu'on est plutôt sur c'est pas un monde ouvert évidemment, on est plutôt sur du couloir, c'est un jeu qui reste très propre mais modeste dans sa conception, mais en fait c'est ce qui fonctionne avec ce style-là, il aurait pas fallu autre chose. Donc on est sur des petits couloirs où il y a quand même de l'exploration à faire, on a des collectibles à trouver qui sont plutôt bien écrits, des petites pages de texte rigolotes et tout, des affiches, des caricatures, enfin tous ces petits éléments qui enrichissent le lore. Et D'accord. Tu as aussi des passages secrets, des petits endroits un peu sympas à trouver. Donc ça fourmille de petits détails qui font que tu parcours en même temps ces zones avec plaisir et intérêt, tu vois, pour essayer de trouver les petits passages ou les trucs sympas. Oui, je vois. Tu parlais tout à l'heure du côté un petit peu grandiloquent et tout. Est-ce que le jeu est localisé ? Ah, bah écoute. Ou est-ce qu'il est en espagnol ? Eh bah, deux petites choses à dire avant ma conclusion et tu auras ma réponse. Tu m'as devancé encore une fois. Donc on ne partage pas nos notes avant l'émission, donc c'est ce que j'allais dire. Il y a deux choses à dire, une bonne et une moins bonne. Donc je vais commencer par la moins bonne puisque tu m'y as emmené. Donc il y a pour moi une ombre au tableau. Sur ce jeu, c'est que le doublage est en anglais, donc je comprends la volonté un jeu, ça doit se vendre à l'international, le doublage c'est quelque chose qui coûte cher, donc ils ont privilégié la langue anglaise avec un accent espagnol quand même, avec certaines tournures qui sont dites en espagnol, mais c'est vrai que moi j'aurais préféré pour l'immersion un doublage 100% en espagnol ou même en français, qui aurait retranscrit quand même une ambiance plus mousquetaire, plus raccord. Donc pour moi l'espagnol et le français auraient été quand même, tu vois, pour l'immersion bien plus convaincante que l'anglais. L'anglais qui m'a vraiment parfois, j'avoue, alors que je suis pas trop sensible à ça d'habitude, mais là qui m'a quand même sorti un peu de cette immersion, alors que tout colle, tout y est vraiment, mais cette localisation en anglais, que je comprends pour des raisons économiques, moi m'a un petit peu chagriné. Bah, surtout que les mousquetaires, ça reste quand même typiquement français. L'Espagne également à côté, bon, c'est espagnol, mais c'est vrai que ça reste très européen. Et les Anglais, rien à foutre dans l'histoire au final. Et c'est vrai que c'est un peu dommage, quoi. C'est comme regarder Napoléon, le film de Ridley Scott en anglais. Moi, personnellement, ça me choque en tout cas. Ouais, bon voilà, c'est un petit peu cette impression-là que ça m'a donné. Mais bon, ça c'était pour le côté, l'aspect plus négatif. Par contre, une très bonne chose à dire au-delà autre sur ce jeu, c'est qu'il y a une sorte de endgame. Donc, une fois qu'on a fini le jeu, l'aventure peut se continuer d'une certaine façon. On débloque un mode arène, enfin je sais pas s'il s'appelle arène, je me souviens plus du nom du mode, mais je l'appelais le mode arène parce qu'en fait on enchaîne des arènes et entre chaque arène de combat on a la possibilité de sélectionner un power-up, donc un peu à la mode roguelike, qui va nous permettre d'arriver toujours un petit peu plus loin. Donc ça c'est très sympa. Je l'ai fait et je trouve que c'est une façon de retourner sur le jeu en le picorant, tu vois, comme j'aime dire. T'as 10 minutes, un quart d'heure à te faire sur ce jeu, bah tu vas plutôt lancer le mode arène que refaire ton mode histoire que de toute façon tu auras déjà fait. Il dure 5 heures à peu près, le mode histoire 4-5 heures. Donc il y a ce mode là qu'ils ont rajouté qui est bien. Et aussi j'en parle assez peu dans mes tests alors que j'aime ça, mais les trophées, je les ai trouvés plutôt bien faits parce qu'ils nous encouragent à faire, donc si on aime ça, les niveaux en mode speedrun. Donc tu vois, tu peux renouveler aussi ton expérience comme ça. Tu débloques des petits, quand tu finis un niveau, en fait, tu as des petits achievements comme ça qui te récompensent en ayant fait soit des actions particulières, soit en ayant fini le niveau en moins de temps. Enfin, si tu veux, ils ont rajouté, pour celui qui a envie de renouveler son expérience différemment, bah ça a le mérite d'exister, tout le monde ne le fait pas et je trouve que c'est très bien parce que on y va ou on n'y va pas, mais en tout cas ça existe et ça permet, je te dis, de vivre l'expérience un petit peu différemment, se challenger et tout, donc c'est un bel effort quand même qui a été fait que je souhaitais souligner. Donc en conclusion, et ben je me dis qu'est-ce que ça fait du bien ce genre de jeu, parce que je sortais en plus de très gros jeux et c'est ça que j'aime moi avec la scène indépendante de jeux vidéo, c'est que ça te donne une bouffée d'air dans la surabondance en plus de AAA, de AA, enfin de jeux à gros budget, grosse ambition. En garde, c'est en fait un jeu qui est simple mais dans le bon sens du terme, avec une promesse qui est solide et qui est respectée de bout en bout. Donc le côté cap pour toute la partie ambiance, décor, dépaysement, et toute la partie épée
pour ses combats affûtés et ses exigences, ce côté duel que j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai vraiment passé un très bon moment. 5 heures de jeu, mais 5 heures que j'ai passé avec le sourire, ça m'a amusé. Donc bravo Fireplace Game, j'ai hâte de voir leur prochain titre, parce que celui-ci, en fait, il est attachant. Tu vois, il y a ce genre de jeu, tu vois, où tu as un petit côté affectif une fois que tu as fini le jeu, et là on est vraiment là-dedans, parce que c'est une production qui est soignée. Donc ouais, vraiment j'ai passé un très bon moment sur ce jeu. D'accord. Et genre tu l'as peut-être dit mais je l'ai pas entendu, il est sorti sur quoi ? Moi je buvais un petit coup. Non, je l'ai pas dit, Kira. Bah c'est pour ça. J'ai joué sur ma Steam Deck d'ailleurs. D'accord. C'était un des premiers jeux que j'ai fait sur ma Steam Deck toute neuve. Donc il est sur Steam, il est sur PC, et je crois que c'est tout en fait. C'est pour ça. D'accord, donc il n'est pas sorti sur console encore. Après j'imagine, toujours pour des questions de coût, mais comme je sais que, comme je dis, il a eu un vrai succès d'estime, il a eu de la visibilité avec le Pégase qu'il a gagné. Si ça se trouve, tu vois, on peut espérer une version console qui est peut-être d'ailleurs en développement. Si j'ai l'occasion, je poserai la question aux développeurs et j'en ferai une actualité. Mais pour l'instant, que sur PC, je te le confirme, j'ai vérifié. Eh ben, à nous de nous mettre en garde, je crois, Kira, parce que tu as un gros test, une grosse chronique à nous proposer sur la Dune du Pilat, sur Dune 2, sur l'adaptation de Frank Herbert. Donc la deuxième partie de ta chronique, tu avais fait déjà Dune 1 il y a 2 semaines, je crois. Exactement. C'était il y a 2 semaines. Donc la deuxième partie, donc on t'écoute pour Dune 2, le film. D'accord. Avant de lancer cette chronique, bien sûr, la musique de Dune 2, histoire de se mettre en jeu. Alors, c'est une chronique, comme tu le disais si bien, qui fait suite à ma chronique précédente où j'avais parlé de Dune, donc du premier film, également des romans qui composent le cycle de Dune. Donc, comme je l'expliquais en début de chronique la dernière fois, donc Frank Herbert s'est décédé pendant l'élaboration de son 7e tome, et donc du coup, quid de l'héritage de Frank Herbert ? Donc Brian Herbert, le fils de Frank, joue un rôle essentiel dans l'expansion de l'univers de Dune que son père a façonné, on va dire, via ses inspirations. Je vous renvoie à l'épisode précédent. Il a écrit plusieurs suites, il a écrit également des préquels dans le but de développer un univers beaucoup plus vaste en fait, et surtout en collaboration avec d'autres auteurs. Il a commencé par développer Les Chasseurs de Dune, le tome 7 de la saga, en coécrivant donc le scénario avec Kevin J. Anderson, via le script de son père. Donc c'est vrai que c'est ce qui conclut le cycle de Dune. C'est un roman qui est quand même pas mal décrié, qui n'est pas, je pense, parce que les gens le savent, que ça ne fait pas partie de l'œuvre de Frank Herbert en tout cas, mais c'est ce qui lui a permis de se mettre en selle et de créer toute une série de romans en annexe en tout cas. Donc à chaque fois c'est par trilogie. Donc on a la série Dune, la Genèse, en 3 tomes, qui va, on va dire, intégrer la guerre des machines, par exemple, dont on parle dans le cycle de Dune, le djihad butlérien, la bataille de Corinthe. Ensuite, on a eu la série Dune, les origines, toujours coécrit avec la même personne, en 3 tomes également. Donc la communauté des sœurs, qui se concentre vraiment sur les mystérieuses Bene Gesserit. Et c'est d'ailleurs ce tome qui servira à la série Dune, qui va sortir sur HBO Max, normalement. Okay. Ensuite, on a eu les mantas de Dune, qui explorent les origines des mantas, qui malheureusement ne sont pas suffisamment développés dans les 2 films de Denis Villeneuve, j'en reparlerai tout à l'heure. Les navigateurs de Dune également. Et pour finir, on a la série Avant Dune, en 3 tomes, donc la Maison des Atréides, la Maison des Harkonnen et la Maison des Corrinaux. Moi j'ai eu l'occasion de lire la Maison des Atréides, qui est pour le coup vraiment sympa, car on apprend beaucoup de choses sur le lore de cette famille, ce qui est à peine survolé dans le premier film, et c'est un roman que je vous conseille. Je n'ai pas lu les autres malheureusement, et là depuis 2021 il est en train de travailler sur les chroniques de Caladan, donc toujours au niveau de la Maison des Atréides, avec le duc, où on suit le duc Leto dans sa jeunesse, et la dame, où on va suivre la vie de Dame Jessica, tout simplement. Donc vraiment il a créé un univers étendu en roman, qui commence à se développer en bande dessinée, en jeu vidéo. Donc là on va vraiment se retrouver avec tout un programme, voilà, tout un programme avec du cross on va dire du cross média comme on aime en tout cas.
Du coup, je vais venir à Dune partie 2. Donc déjà, on va faire le synopsis. Le film reprend où s'est arrêté le premier. Paul Atreides s'unit à Chani et aux Fremen pour mener la révolte contre ceux qui ont anéanti sa famille. Hanté par de sombres prémonitions, il se trouve confronté au plus grand de ses dilemmes, choisir entre l'amour de sa vie ou le destin de l'univers. J'ai fait concis, j'ai pas envie de spoiler, c'est fait exprès. Ah, c'est très bien, très bien. Denis Villeneuve a frappé un grand coup avec cette deuxième partie de son adaptation monumentale de Dune, parce que clairement, adapter Dune, c'est un monument. Ce film est une hallucination épique de science-fiction dont les images évoquent le fascisme, l'impérialisme, la résistance guérilla et la romance. Voici pourquoi Dune partie 2 est un spectacle à couper le souffle. En étendant l'univers extraordinaire de Dune avec une confiance absolue, les paysages planétaires mystérieux, les détails technologiques et le design sonore créent une expérience immersive. Le film nous transporte toujours sur la planète Arrakis, au cœur d'une lutte de pouvoir entre les Harkonnen corrompus et les Fremen insurgés. Ah ouais, c'est vrai que c'est ça que j'ai aimé dans ce deuxième film, c'est que on retrouve des thèmes presque, je pense que c'est ce que tu vas de toute façon nous décrire, mais des thèmes un petit peu différent du premier film, donc ça s'inscrit quand même dans une belle continuité et dès le début je trouve que ça répond bien à la promesse du premier film, tu vois, ça suit bien parce qu'on est resté un peu sur notre fin quand même avec la fin du premier film, que là tu vois ils nous mettent très bien en jambe dans ce second et c'est une belle réussite pour moi à ce niveau-là. C'est vrai que c'est une suite logique qui permet de renouveler, on va dire, les thématiques des premiers tout en apportant de nouvelles thématiques en fait pour maintenir l'intérêt du spectateur tout simplement. Ouais, des thématiques un peu plus resserrées d'ailleurs sur les acteurs. Je pense que tu vas de toute façon nous parler aussi du casting tout bientôt, mais c'est plus recentré, plus... Ah tu vois, écoute, je te laisse parler du casting. Justement, un casting toujours exceptionnel. Donc Timothée Chalamet incarne avec puissance le charismatique Paul lors d'événements qui le mènera à accepter sa destinée de prophète qui se chargera d'unir les Fremen, ce qui allumera la mèche d'un djihad intergalactique. On a également Javier Bardem dans le rôle du chef Fremen Stilgar qui voit en Paul le Messie. Ce fanatisme brillamment interprété donne énormément de profondeur au personnage. Génial. Comme tu le dis, c'est génial. Ce personnage-là qui était quand même très en retrait dans le premier film, là a une très grande importance dans l'histoire, dans la vie de Paul, et par moments arrive à créer des petites scènes comiques également. Oui. On a également Austin Butler qui incarne le neveu du baron Harkonnen, donc l'acteur, le comédien livre une performance glaçante, ajoutant une touche de cruauté indicible au personnage. Fun fact, il a même improvisé une scène assez dérangeante, tu sais, le fameux baiser entre lui et son oncle, incarné par Stellan Skarsgård en fait, donc l'acteur ne s'y attendait pas. C'était improvisé, ok. Il l'a improvisé, pas mal. Voilà, et en fait, a priori, Skarsgård, j'ai du mal à le dire, là c'est du suédois, donc j'ai quand même le droit. A priori, t'es un acteur très flexible et aime beaucoup l'improvisation, il a beaucoup aimé cette scène et c'est lui qui a insisté pour que cette scène reste dans le montage final, justement. Okay. Bonne info. Les scènes de combat sont belles et bien chorégraphiées, impressionnantes. Les Fremen surgissent littéralement de la terre pour affronter les Harkonnen en difficulté, mais la bataille finale en arrière-plan est un parti pris audacieux pour se concentrer sur Paul et sa confrontation avec l'empereur, pourrait malgré tout frustrer certains spectateurs. Après, cela n'entache pas la splendeur du film, en tout cas en mon sens, mais c'est vrai que au bout de 2h45 de film, certains spectateurs attendaient vraiment une bataille en apothéose, comme dans le Retour du Roi, ce qui n'est pas forcément le cas, en tout cas. Ah, c'est marrant que tu cites le Retour du Roi, parce que moi j'allais citer le Gouffre de Helm, donc tu vois, on est vraiment dans le Seigneur des Anneaux. En fait, je fais partie de ces spectateurs qui ont été très frustrés par cette bataille finale, parce que en fait, le film est très bien fait, il est bon tout le temps. C'est un film que je trouve bon sur toute sa longueur, mais en fait, il installe une certaine tension tout le film qui finalement aboutit à mon sens pas, enfin moi je l'ai pas vécu comme ça, certains y ont trouvé leur compte avec le petit duel final sans détailler évidemment ce qui se passe à la fin, mais moi en tout cas comme le Gouffre de Helm installe toute la partie bataille qu'on a à la fin, là c'est vrai que la bataille finale est écourtée et je trouve que de toute façon Villeneuve est pas très bon et ça je le dirais presque sur les deux films, n'est pas très bon pour les scènes de combat. Moi, jamais, tu vois, je les ai jamais vraiment trouvé très iconiques, très bien chorégraphiés. Moi, c'est peut-être mon seul bémol, tu vois, si je dois en donner un sur la partie réalisation, c'est plus à ce niveau-là où moi, j'y ai pas trouvé mon compte. Mais après, je comprends évidemment que ça, c'est selon les sensibilités de chacun, comme toujours. Tout à fait. En plus,
pour rebondir à ce que tu as dit, c'est vrai que Denis Villeneuve aime beaucoup les plans larges, et c'est vrai que quand tu fais des combats, tu fais des plans serrés, et on sent qu'il n'est pas forcément à l'aise avec ce type de plan. Et j'ai eu ce sentiment, ouais. Il aime vraiment se concentrer, donc comme je dis, sur les plans larges, sur les décors, les paysages. En gros, ce qu'il veut faire, c'est de chaque plan une œuvre d'art, une mise en scène millimétrée. La photographie est somptueuse, le jeu des couleurs, tout concourt pour créer un univers visuel crédible. Les effets spéciaux sont hallucinants et l'utilisation de la luminosité et des contrastes assez magistrales, je dois dire. C'est la folie comme sur la planète, enfin c'est de la folie comme sur la planète Harkonnen, donc Gendi Prime, un monde austère et hostile. Pour contraster fortement avec la planète Arrakis, Denis Villeneuve a choisi de filmer les séquences se déroulant sur la planète en noir et blanc. Cette décision renforce l'ambiance fasciste et totalitaire de cet univers. Le réalisateur a souhaité que la couleur n'existe pas dans ce monde, même à la lumière du soleil, et le directeur de la photographie, d'ailleurs, Greg Fraser, a utilisé une technologie infrarouge pour créer cette tonalité surréaliste dans les éclairages. C'est même pas du noir et blanc, c'est vraiment de l'infrarouge. Ce qui nous donne une image sublime, inédite, où la peau blanche des Harkonnen contraste avec leur bouche noire, comme s'ils avaient du goudron dans la bouche, en fait. Ouais. Le film parvient à tisser habilement des émotions dans son écriture. Il émeut le spectateur, le surprend et l'immerge dans un tourbillon d'émotions très diverses. Tout au long du film, les personnages évoluent. Paul gagne en assurance et en profondeur, sa transformation est palpable et le spectateur est témoin de son parcours. Les enjeux du film se corsent au fur et à mesure de l'intrigue qui se déploie. Les péripéties sont d'autant de coups de tonnerre qui maintiennent en haleine. Moi perso, j'ai pas vu les 2h45 passer les fois où je suis allé le voir au cinéma en tout cas. Ouais, je suis d'accord pour la partie Paul. Paul, en fait, il évolue vraiment énormément dans ce film, et c'est là où je disais que tu vois, ça s'inscrivait bien dans une certaine continuité. C'est que ce qu'on attendait du premier film, qui était voilà, on place Paul et on le voit évoluer dans ce second film, et c'est le cas, et ça, c'est vraiment leur très grande réussite. Et en ça, je trouve que ça, j'ai retrouvé les éléments du film, du livre, mais par contre, si je dois faire un parallèle avec les livres, peut-être que tu le fais après, mais pour moi, le film s'est perdu à deux moments. C'est que normalement dans les livres il arrive un événement, tu vois, à Paul qui est très traumatisant, qu'il n'y a pas dans le film. Donc du coup l'évolution du personnage tu la trouves précipitée, alors que tu vois ouais, je vais en venir. Tu vas en venir. Donc dans les livres c'est plus expliqué. Et aussi il y a quand même un grand absent dans ce film, c'est Thufir, tu vois, le Manta. Qui n'est pas dans ce deuxième film, et ça à mon sens c'est un non-sens, c'est passé presque à côté de ce que Dune a raconté contre les Bene Gesserit. Donc tu vois, donc le traitement de Paul je le trouve exceptionnellement bon, mais par contre ils ont pris des largesses avec le livre qui dévalue un peu la valeur de ce film par rapport au premier, moi, que j'ai, tu vois, finalement préféré. Pour ce qui est de la scène des mantas, c'est l'acteur a tourné ces scènes d'ailleurs et ont été coupées au montage pour que justement le film ne dure pas plus de 3 heures. Moi j'espère vraiment une version longue pour pouvoir voir ces scènes-là, parce que même Denis Villeneuve en a parlé, disant que c'était pour lui les scènes qu'il a eu le plus de mal à enlever en tout cas, mais il trouvait que ça alourdissait le récit, ce qui pouvait gêner le jeune public, en gros le public américain, qui serait pas prêt à rester plus de 3 heures au cinéma en attendant. Tu peux pas faire sans Thufir. Tu vois. Exactement, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup manqué, surtout quand on connaît le destin de ce personnage. C'est quelque chose qui m'a manqué, et c'est quelque chose aussi qui n'est pas assez mis en avant, mais dans les deux films en tout cas. C'est vrai que les mantas, ces espèces d'ordinateurs vivants, sont très importants dans le lore de Dune et ne sont pas assez exploité et expliqué en tout cas, et quand le Messie de Dune va arriver, je pense que ça pourra poser des problèmes en tout cas. Oui, parce que c'est le yin et le yang avec les Bene Gesserit qui elles sont plus sur le côté mystique, et les mantas plus sur le côté tu vois, cérébral, donc c'est un très très gros manquement là-dessus. Ouais. C'est ça, le Manta c'est le pragmatique terre à terre, le Bene Gesserit c'est le côté mystique et spirituel, c'est vraiment deux univers différents qui cohabitent justement dans Dune, parce qu'on le voit entre d'un côté les Bene Gesserit, la culture des Fremen, et à côté on va voir la culture de l'empereur et des Harkonnen, donc on se retrouve vraiment sur deux philosophies différentes, et ça c'est ce qui m'a quand même manqué dans le film. Deux faces d'une même pièce, ouais, tout à fait.
Les femmes sont à l'honneur dans ce film, donc on retrouve Rebecca Ferguson qui incarne toujours le rôle de Lady Jessica, donc son interprétation est l'une des meilleures performances parmi un casting exceptionnel, c'est clair. Lady Jessica intrigue par son ambiguïté, elle est à la fois une mère aimante de Paul et une manipulatrice rusée, formée par l'ordre donc des Bene Gesserit, on en parlait tout de suite, donc ces scènes avec Paul dans la première partie sont parmi les plus fortes émotionnellement en tout cas. Et contrairement au roman, ce second film donne à Lady Jessica une présence plus importante. Elle est active tout au long de l'histoire, participant aux événements et aux enjeux, devenant une mère supérieure, la mettant davantage en avant dans l'histoire de Paul. Rebecca Ferguson, que j'adore, soit dit en passant, apporte une force et une profondeur remarquables à ce personnage complexe, pleine de nuances et de mystères, faisant d'elle un élément essentiel de l'univers de Dune. À côté de ça, on va retrouver Zendaya en Chani, donc qui captive notre attention. Son charisme et sa présence à l'écran ajoutent une dimension supplémentaire à l'histoire. Elle est très différente du roman et plus nuancée. Ça lui donne de l'épaisseur. Cependant, la relation amoureuse entre les deux personnages évolue bien trop rapidement à mon goût. La temporalité du film diffère de celle du livre, ce qui peut donner l'impression que cette relation se développe, encore une fois, de façon expéditive. Car dans le livre, ce qu'il faut savoir, c'est que Paul passe 4 ans avec les Fremen, ce qui laisse le temps aux deux personnages de s'appréhender et de se comprendre. Là, on a davantage l'impression d'un coup de foudre bien plus classique. Donc, il arrive un élément pendant ces 4 ans, justement, qui est dramatique pour Paul, tu en parlais tout à l'heure, qui l'oblige, entre guillemets, à twister et à passer de son rôle tout simplement de Paul Atreides et d'accepter son destin de Lisan El-Gaïb, donc le fameux Messie. La fin du film diffère également de celle du livre. Elle est plus ouverte, laissant place à des questions et des attentes pour la suite. Nous sommes davantage dans le syndrome partie 2 sur 3 que sur la partie 2 du premier livre. Comment le réalisateur va-t-il relier cette fin à l'intrigue du prochain film, Le Messie de Dune ? C'est une question qui m'intrigue, car au vu de cette fin et le début du prochain livre, ça risque quand même d'être assez complexe. Pour finir, la BO accompagne chaque scène avec une puissance inouïe, elle nous transporte, nous enveloppe et renforce l'immersion. Denis Villeneuve sait comment marier l'image et le son pour créer une symphonie cinématographique inoubliable. Hans Zimmer s'est donné à fond sur cette seconde partie et pour moi c'est une de ses plus belles compositions ever en tout cas. Ok oui, franchement la BO elle est incroyable. D'ailleurs, le thème musical que tu as choisi pour la chronique, je l'aime vraiment beaucoup. Mais en tout cas, je suis vraiment... on n'avait pas encore eu l'occasion de débriefer vraiment le film. Je suis plutôt d'accord avec toi. Il y a juste, je pense, la partie combat qu'on n'a pas vécu de la même façon. Moi, j'ai été quand même assez déçu, tu vois, de la fin. Bon, je pense que tu l'as compris, enfin, de la bataille, tout ça. Où les Sardaukar, pour moi, ont pas du tout été respectés. Mais sinon, sinon, le film est tout le temps très bien. En fait, c'est un film qui est constamment très bon. Et en ça, on peut pas lui enlever. C'est un très grand film. Ce qui fait que j'ai préféré le premier, c'est juste quelque chose, ça peut paraître un détail, mais bon, c'est que j'ai trouvé plus de diversité dans le casting, plus de diversité dans les situations du premier film. Le lore de Dune un peu plus développé, donc c'est ce qui fait que moi je préfère le premier film, mais bon, franchement, on est ultra gâté avec ces deux adaptations qui sont magnifiques. Après, je suis d'accord avec toi pour la bataille finale, mais on le ressent justement, on peut faire le parallèle avec le premier film. Le premier film apporte du lore et son univers. Et ce que je pense que a voulu faire Denis Villeneuve, c'est recentrer son histoire sur l'histoire des personnages, donc en l'occurrence le personnage de Paul, de sa mère. Ça fait plus huis clos. Et de Chani. Voilà, c'est ça, c'est vraiment plus recentré. Et du coup, il a voulu couper certains éléments très important du livre pour que ce soit plus digeste, on va dire, à la limite il aurait fait faire une série télé je pense, pour que ce soit plus digeste en tout cas, dont cette fameuse bataille finale. Pourquoi ? Parce qu'il a voulu vraiment centrer la confrontation finale entre Paul, l'empereur, joué merveilleusement par Christopher Walken, et ce fameux combat aussi contre le neveu Harkonnen. C'est justement en gros moi je l'ai pris comme ça, c'est que la grandeur du fameux Messie en fait est supérieure à la boucherie qui se passe à l'extérieur. Donc c'est vrai que c'est très frustrant en soi, mais ça crée aussi une légitimité, une aura en fait à son personnage et de la façon dont il évoluera par la suite aussi.
Je voulais faire un petit point également sur Florence Pugh, qui est là, qui a un petit rôle concrètement dans tout le second film Dune, et qui sera un personnage très important dans le troisième film en tout cas, et aussi qui arrive à apporter une certaine force et une certaine noblesse à son personnage malgré le peu de temps qu'on la voit. Et pareil également pour le personnage de Léa Seydoux qui joue Margot, la Bene Gesserit en fait, qui a un tout petit rôle, elle dit 2 phrases dans le film, donc j'étais même assez surprise que c'est également un personnage qui sera important par la suite. Donc c'est vraiment, on sent qu'il a mis en place ses pions pour préparer le troisième film, et c'est pour ça que je ne peux pas considérer ce deuxième film comme une partie 2 sur 2, mais plutôt une partie 2 sur 3. En conclusion, Dune partie 2 est bien plus qu'un simple film, c'est une expérience cinématographique transcendante, un voyage épique dans un univers où la politique et la religion se heurtent. Ne manquez pas cette épopée visuelle et émotionnelle au cinéma, ça sera un sacrilège concrètement, car un film, s'il y a bien un film à voir sur grand écran, c'est bien celui-ci. C'est une œuvre audacieuse, un blockbuster à grande échelle, réalisé avec art et flair. Villeneuve a réussi à créer un univers qui restera gravé dans les mémoires, car avec sa version assez audacieuse et même astucieuse par moments, et surtout son talent incontestable, il nous offre une suite cinématographique qui transcende les attentes. C'est un véritable festin pour les sens, une expérience hypnotisante et viscérale qui s'impose déjà comme l'un des plus grands films de 2024, voire même de la décennie. Je ne saurais que trop vous recommander, après tout ça, de regarder les 2 films Dune. Non, c'est une belle chronique pleine de passion. On sent bien en tout cas que tu nous livres ton cœur presque, en nous parlant de Dune avec autant d'amour. Voilà, je te rejoins, c'est vrai que c'était 2 très très belles adaptations, et aussi un lisez Dune, parce que franchement c'est très très cool aussi. C'est compliqué au début, assez complexe, parce que c'est très descriptif comme lecture, mais on arrive à un moment à rentrer dedans, et puis on s'y fait. J'ai fini le Messie de Dune, là je suis à peu près à la moitié des Enfants de Dune, donc je vais me faire les 7 tomes en tout cas, et peut-être même me faire les annexes par la suite. Mais oui, c'est vrai que si vous voulez, les 2 films, c'est ce que je disais dans ma précédente chronique, c'est une très bonne porte d'entrée à l'univers, et après si vous voulez gratter un petit peu plus, et vous allez voir que c'est un univers qui est très riche, très complexe, surtout dans ses thématiques, je ne saurais que trop de vous recommander de lire les livres. Écoute, merci beaucoup Kira. On va passer sur le comptoir de nos auditeurs. Est-ce que tu as noté des choses cette semaine, Kira ? Pas du tout. Je suis en vacances, donc j'ai rien fait. Donc ça change pas ça change pas de quand t'es pas en vacances, du coup. Non, je te taquine. Non, j'ai noté. Déjà, on va saluer notre ami AO qui a acheté Les Semi-Deus en BD suite à ma chronique de la semaine dernière. Donc ça fait très plaisir. BD que je recommande aussi une nouvelle fois, et merci à elle. Aussi, il y a Ichiban Pizza que j'en avais déjà parlé. Il nous a réécrit nous demandant si on avait un Patreon pour financer, aider ou participer, contribuer, le mot que vous voulez, à notre podcast. Donc pour l'instant, non. C'est notre cadeau à la communauté. Pour l'instant, on ne demande rien, juste que vous profitiez, que vous parliez de nous autour de vous. Et le meilleur moyen de nous soutenir, Kira, on le dit jamais assez, si on le dit souvent, mais c'est l'application de podcast, c'est les 5 étoiles, c'est partager votre épisode, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et enfin, à nouveau big up à Paul Zenko qui nous écoute en conduisant, donc sois prudent sur la route. Mais il faisait en tout cas un parallèle, il rebondissait sur ta news de Resident Evil 9 en faisant un parallèle avec ce que savait faire Capcom sur Monster Hunter en termes de monde ouvert, ou Helldivers 2 qui est un jeu qui cartonne en ce moment, qui est pas un survival, mais il y a beaucoup de tension. Il expliquait que de façon très pertinente, en plus c'est pour ça que je le cite, c'est que on peut faire du monde ouvert et avoir des jeux qui soient quand même oppressants comme l'est un Resident Evil. Et il citait Daygons avec les hordes de zombies, qui est un jeu qu'on adore tous les deux d'ailleurs, Kira, et ça pourrait faire une belle chronique, ça, Daygons. On sait que ce jeu est très apprécié. Oui, alors Days Gone, mais même State of Decay aussi dans le genre, en monde ouvert avec des zombies qui peut être flippant. Mais encore une fois, je reviens là-dessus parce que moi je trouve que ça s'éloignerait peut-être trop de l'ADN Resident Evil que j'affectionne tant. Je suis peut-être un vieux boomer, mais c'est vrai que moi j'aime bien les espaces clos et les jeux linéaires. Et je sais que certains jeux en monde ouvert, faut vraiment qu'ils soient incroyables pour pouvoir on va dire, capter mon attention sur le temps. Donc c'est le cas d'un Days Gone par exemple que je compte faire en chronique prochainement pour rebondir à ce que tu viens de me dire tout simplement. Et ou même là comme Dragon's Dogma qui est vraiment vraiment passionnant, je vois pas le temps passer, mais c'est vrai que ce que j'aime dans le Resident Evil c'est le côté scénario un peu nanardesque et j'ai peur que ça soit trop dilué en tout cas. Toujours le risque du monde ouvert, c'est de diluer l'expérience, diluer le scénario, c'est le risque. Et est-ce que Kira,
petite question habituelle maintenant, mais est-ce que tu sais quelle chronique tu vas nous faire la semaine prochaine en podcast ? Oui, la semaine prochaine, ça sera le test d'Alone in the Dark, donc un survival horror, qui se rapproche justement du premier Resident Evil. Ça m'intéresse beaucoup. Comme quoi, tout concorde. Ça m'intéresse beaucoup parce que c'est un jeu qui s'est fait sabrer et voilà, moi j'ai envie de comprendre, donc je sais que tu vas nous dire tout ça, le pourquoi du comment. Et moi en chronique, ce sera un animé. Un animé dispo sur Crunchyroll qui défonce, qui est très populaire. Donc voilà, ça fait longtemps que j'avais pas fait d'animé, donc j'avais envie. D'accord, c'est un beau programme en tout cas pour la semaine prochaine. Et je te laisse conclure, dire au revoir à nos auditeurs, mon cher Kieran. Alors merci à tous de nous écouter. N'hésitez pas aussi à nous envoyer vos questions via le formulaire du site web ou même via les réseaux sociaux, car même si on enregistre la FAQ que cet été, même un petit peu avant l'été, on va l'enregistrer peut-être courant juin, ça nous permettra d'avoir de la matière. Donc on reçoit déjà quelques questions maintenant, mais c'est vrai que ça nous permettra d'en sélectionner, de faire quelque chose de sympa. C'est vrai que quand on peut, on y répond, mais là ce que je ferai volontairement, c'est que je n'y répondrai pas, je les garderai de côté pour pouvoir en parler. Merci pour votre fidélité, surtout vos remarques et vos réactions en tout cas tout choupi, toute choupette, voilà, je l'ai redit, c'est vraiment cool. Et puis passez une excellente semaine, amusez-vous bien, allez voir des films, jouez à la console, ciao.